Mon cher François, on se connaît quand même pas mal parce qu'on s'est croisés certain nombre de fois dans cette Arena de Tours qu'on aime tant, qu'on a vu évoluer aussi un peu avec le temps. Aujourd'hui, c'est une interview un peu particulière parce qu'en fait, elle lance une nouvelle série de vidéos sur l'histoire du hockey tourangeau à travers des acteurs qui ont été importants. Et voilà, je trouvais ça tout à fait logique et normal de commencer par toi, qui a un peu un lien entre tout un tas de générations du hockey tourangeau. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est moi qui t'interviewe, mais après le coup, je te passe le flambeau, ce que tu as déjà fait d'ailleurs, pour interviewer les acteurs du hockey tourangeau. Donc ce sera, voilà, c'est un peu un passage de témoin que je te fais aujourd'hui. Tout simplement au départ, François, comment tu vas ? Et puis, qu'est-ce que tu penses du hockey tourangeau aujourd'hui ? On va parler du passé avant, mais aujourd'hui on est dans un présent quand même, avec les remparts qui ont plus de 10 ans maintenant, le temps file. Voilà, quel est ton avis, ton opinion sur la jeune histoire de ces remparts finalement ? D'abord, merci Sylvain, c'est vraiment très agréable d'être toujours dans ces murs, toujours dans cette histoire. Je te remercie beaucoup pour toute cette participation, que ce soit au 4e tiers ou au match, etc. Donc ce sera avec un grand plaisir, c'est une bonne surprise que tu me fais pour 2022, ce sera avec grand plaisir que comme tu me dis, tu me passeras le flambeau, mais je pense qu'on va surtout, peut-être et j'espère, faire équipe ensemble pour cette aventure de l'histoire du hockey tourangeau. Concernant les remparts, pour répondre à ta question, une douzaine d'années, 2010, donc bien 12 ans en 2022, les remparts. Écoute, une très belle histoire parce que une naissance difficile dans la douleur, puisqu'il y a eu une mort subite de l'ASG Tours juste avant, et les remparts ont su renaître de leurs cendres instantanément quasiment. En un seul été, ils sont renés de leurs cendres, grâce notamment au partenariat qui a participé à la renaissance, à Stéphane Mariano, notre premier président fétiche et symbolique de ces remparts, qui avait fait un mandat remarquable sur ces 4 années où il a été à la présidence. Donc ça a été une très très belle aventure, une très belle renaissance. Une page s'est tournée, une page magnifique de l'ASG Tours, 38 ans de l'ASG Tours, si je ne m'abuse, sous ton contrôle ou sous le contrôle des anciens. Mais en même temps, c'est la vie, voilà. Le roi est mort, vive le roi. Les remparts sont nés en 2010. Et depuis, c'est une très belle aventure qui demande encore à grandir, qui a eu des essais, qui a eu des beaux éclats et qui demande encore à se construire. Et c'est, je crois, ce qui est en train de se passer en ce moment avec notamment Franck Spinozzi qui a compris qu'il faut s'installer dans le temps, parce qu'ici, c'est une cathédrale. Il faut reconstruire les murs, il faut reconstruire les cœurs, les hommes, les joueurs. Et ça prend du temps. Donc je crois que Franck a compris ce message-là, comme les autres l'ont tenté. Et finalement, ils ont pris d'autres chemins, mais voilà, c'est toujours une histoire en cours. Et je crois que c'est ce qui me maintient ici, c'est qu'on sent qu'il y a toujours quelque chose, il y a quelque chose de vivant, le possible est encore présent. Alors je trouve vraiment que tu es la bonne personne pour gérer cette rubrique justement, parce que tu as toujours ce dynamisme, cette envie, ce côté très positif. Et là, tu parles finalement de la mort du club que tu as le plus connu, la SGT, qui a été douloureuse pour beaucoup, qui en a éloigné aussi beaucoup des anciens du hockey tourangeau, malheureusement. Ça, c'est un vrai trait de ta personnalité à toi, de voir le positif, d'être capable de te projeter et de ne pas baigner un peu dans une nostalgie permanente. Alors on va être un peu nostalgique dans cette rubrique parce qu'on va parler de glorieux anciens, de glorieux temps, pas que, parce que l'histoire du hockey tourangeau, elle est un peu en forme de montagne, même si c'est un club de plaine. Tu dirais que ça te caractérise bien, ce positif quand même un peu permanent, cette envie de participer au présent et de ne pas être en permanence dans le passéisme, entre guillemets. Oui, exactement, c'est exactement ça. Si je devais qualifier mon parcours ou ma longévité, c'est l'enthousiasme. Si j'ai un message à passer à tous ces jeunes là qui sont derrière nous et qui sont à la relève et que je suis de temps en temps, que j'épaule notamment les petits gardiens, ce que je regarde à travers les grilles, parce qu'ils sont encore derrière leurs grilles ou leur plexi, c'est le pétillement de leurs yeux. Car l'enthousiasme, c'est vraiment ce qui qualifie la longévité, la réussite. L'enthousiasme et aussi la faculté d'adaptation. Puisqu'on a vécu, moi j'ai vécu sous 3 enseignes, 3 couleurs, les Mammouths de Tours, les Diables Noirs et les Remparts ensuite. Et j'ai vu des gens arriver, partir, d'autres durer, d'autres chuter. Il y a eu des boires et des déboires et des gloires. Et c'est vrai que c'est l'enthousiasme, moi, qui m'a permis de traverser toutes ces époques. Et finalement, c'est l'enthousiasme qui fait que je suis encore là, à distance, simple bénévole,
mais l'enthousiasme, ça donne vraiment une énergie incroyable pour traverser toutes les épreuves, oui c'est ça. Oui, tu parles de ton rôle actuel dans l'équipe, alors il y a celui-là, la présence aux entraînements très importante, et puis il y a ce rôle de commentateur aussi pour Fanseed, de lien encore une fois. C'est un peu aussi ce qui te caractérise, ce lien que tu entretiens entre les différentes générations de joueurs qui ont porté ce maillot tourangeau. Et là, grâce à ça aussi, tu as un lien qui s'est créé avec tout le maillage de commentateurs en France, qui sont aussi souvent des passionnés, des anciens joueurs, des gens qui sont dans les familles de joueurs actuels. Et j'imagine que ça te tient très à cœur. Tu es un pur tourangeau, tu aimes Tours. Tu es d'ici, même si tu as commencé à Romorantin, on reviendra là-dessus après. Donc tu as ça qui est vraiment chevillé au corps, ce côté tourangeau, mais tu as toujours eu aussi l'intérêt pour ce qui se passait ailleurs, pour le dialogue, l'échange, voilà, les joueurs étrangers, tout ça, quoi, ce qui fait la richesse aussi de notre sport. C'est la sagesse de l'âge, puisque j'ai joué sur 5 décennies. J'ai commencé dans les années 70, 79 et j'ai arrêté en 2014. Et je pense qu'avec l'âge, maintenant, vraiment, cette devise qui était un petit peu lointaine quand on est très compétiteur, comme on peut l'être, comme c'est obligatoire dans un sport comme celui-là, la devise de Coubertin, l'important est de participer, elle était très lointaine pour moi. Ça m'énervait, elle m'a cassé. Quand on perd des matchs, on s'en fout de cette devise. Et maintenant, c'est vrai, je pense qu'en effet, on le remarque quand je commente les matchs, l'important est de participer, surtout dans notre époque un peu délicate où déjà de participer, déjà d'être en compétition ou de jouer, c'est déjà une chance, presque un privilège. Exactement, voilà, l'important c'est d'être là, d'être enthousiaste et de faire son maximum, de donner son maximum, de le faire ensemble. Et après, on gagne ou qu'on perde, ça prend beaucoup moins d'importance avec les années qui passent, c'est vrai. Alors si on prend le début de ton histoire avec le hockey, et de ton histoire tout court d'ailleurs, il y a Romorantin au départ. Alors Romorantin sur la carte du hockey français, ça parlera pas à beaucoup de monde je pense au départ, mais il y a une patinoire à Romorantin. Effectivement, et comment tout simplement en partant de Romorantin est née cette passion déjà pour le hockey sur glace? Alors sur un mensonge, sur une erreur. J'ai un copain à 9 ans qui m'a dit je joue au hockey, il voulait crâner en disant je joue au hockey. Moi j'ai dit je joue au rugby, je suis un joueur de rugby, je suis un joueur de tout sport. Et j'ai dit à ma mère tiens bon on va aller, pourquoi on n'irait pas au hockey? On est allé au hockey, le club de Romorantin, les Canards de Romorantin sur une patinoire en plastique. Savoir que j'ai commencé le hockey sur glace à 16 ans, puisque j'ai commencé à 9 ans le hockey sur plastique à Romorantin. C'était une patinoire synthétique comme Issoudun, Bourgueil, Romorantin. C'était des essais pour avoir des patinoires plus économiques, mais ce n'étaient pas des patinoires qualifiées en compétition. Donc hockey... C'était pas les Ducks d'Anaheim, les Canards de Romorantin. C'était le canard, le symbole de la Romorantin, la capitale de la Sologne, ville, pays de la chasse, le canard de Romorantin. Donc à 9 ans, je suis allé au hockey, ça a beaucoup plu à ma mère, elle m'a inscrit tout de suite. Michel Nuret, la présidente, une femme présidente du club des Canards de Romorantin en 1979, précurseur les Canards de Romorantin, eh bien je me suis inscrit et ensuite ça s'est enchaîné. Je suis retourné le lundi à l'école et j'ai dit à mon copain Nicolas, mais Nicolas j'étais samedi au hockey et tu n'étais pas là. Et hop, il est devenu tout gêné, il jouait pas du tout au hockey. Et après, ça l'a entraîné, il s'est inscrit. Et voilà comment j'ai commencé le hockey sur plastique à Romorantin. Et évidemment, pourquoi ensuite Tours? Parce que Romorantin, c'est au cœur de Orléans, Bourges, Châteauroux, Vierzon, etc. Mais le club phare de hockey sur glace, c'est Tours. C'est l'ASG Tours avec ses mammouths à l'époque, son titre de champion de France des années 80. Ça a fait écho jusque là-bas au fin fond des bois en Sologne. Et comme j'avais une sœur qui était étudiante ici, je suis venu, j'ai demandé à mes parents, s'il vous plaît, est-ce que je peux aller m'inscrire au club de hockey sur glace et non pas de plastique à Tours. Et donc je suis arrivé ici à 16 ans seulement, dans un univers qui était assez fermé de parents et leurs enfants. Moi, mes parents ne sont quasiment jamais venus. Et j'ai fait mon trou comme ça ici, en faisant mes premiers pas sur la glace à 16 ans en 1986. Alors très intéressant, donc tu le disais, il y avait cette aura encore du titre de champion de France. Tu découvres quel club, quelle organisation, quels joueurs, quels entraîneurs. Voilà, toi, le jeune joueur qui arrive à ce moment-là avec la soif de faire sa place dans le grand club tourangeau, qu'est-ce que tu trouves en arrivant à ce moment-là? Alors petite anecdote assez drôle parce que j'arrive ici donc avec mes 60 kilos tout mouillés, avec mes patins tout croches, avec des bouts de plastique partout, des copeaux de la patinoire en plastique des Romorantin. Et je fais un entraînement et il y avait une volonté de faire une belle équipe junior à Tours. Il y avait plusieurs joueurs qui arrivaient, donc moi je suis viré. Première fois que je suis viré. J'ai été viré 3 fois et ma première fois c'était au bout de 1 heure ou 2 heures d'entraînement où j'ai été remercié par un coach que je ne citerai pas parce qu'il n'est pas resté dans mon cœur, mais il n'est pas resté longtemps d'ailleurs, Richard Gagnon. En revanche, il y avait la légende ici, Richard Jamienson. Richard Jamienson, le grand coach canadien qui a fait les belles heures des années 70 et 80 de Tours. Et, anecdote, la seule fois
où mon père est intervenu dans ma carrière de hockey. Je suis rentré tout penaud, tout petit avec mon sac en disant « Eh ben ils m'ont pas pris, je me suis fait virer ». Et ma mère a dit « Bah tu devrais quand même aller voir Roger, tu devrais aller voir quand même peut-être, on l'a mis à Tours, ce serait quand même dommage qu'il soit à Tours et qu'il joue pas au hockey ». Mon père a disparu dans le bar, le Petit Québec de Richard Jamieson, à côté de la gare. Il est resté 1 heure là-bas, il est ressorti, il m'a dit « Il a du bon whisky canadien et lundi tu es à l'entraînement ». Excellent, hein? Excellent. Ah, ça, c'est une magnifique histoire. Et on retient qu'à une époque, Tours avait le luxe de se passer de joueurs en catégorie junior. Alors qu'aujourd'hui, c'est difficile de constituer une très bonne équipe junior. Oui, c'était laborieux à l'époque parce qu'on a débuté en junior B. Et puis, on a eu la chance d'avoir un entraîneur incroyable qui s'appelait Jeff Barat, un Canadien qui était un ancien gardien, qui était arrivé à Tours. Il avait fait joueur, je ne sais plus trop ce qu'il avait fait avant, comme j'étais encore jeune, et il nous a pris en charge, Jeff Barat, pendant 4 ans, et de junior B au fin fond des classements, il nous a monté jusqu'au podium, médaille de bronze en 89, donc 3 ans après, je suis passé de viré, 3 ans après, j'étais capitaine de l'équipe, 7e meilleur marqueur de l'équipe junior élite, 3e du championnat de France grâce à Jeff Barat avec tous les joueurs comme Franck Deméoc, David Renoux et consorts. C'était la génération issue, les petits de la génération de 1980 effectivement, qui a été championne de France. C'est quelque chose qui revenait beaucoup dans ce club de Tourangeau, le fait que Tours avait maté les clubs de montagne, avait maté les gros clubs de l'époque et avait frappé fort et il y avait un standing à tenir. Oui, tout à fait, mais alors moi comme j'arrivais du fin fond des bois, je connaissais pas ça, et quand on allait parfois à Reims, à Rouen, en junior élite notamment, ou dans les Alpes aussi, quand on allait à Chamonix ou autre, on se faisait conspuer, on était détestés, et moi je comprenais pas trop pourquoi. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas la télé, j'avais pas l'historique de la décennie d'avant moi, de la génération d'avant moi, des années 80, qui avait été miraculeux dans leur fonctionnement avec un hockey très rugueux, et qui avait en effet damé le pion en 1980 pour être champion de France face à toutes les Alpes. Mais il est resté cette époque de garçons bouchés, des types très sympathiques qu'on croise toujours, Philippe Decoq, Jean-Yves Decoq, dont le fils Thomas est à Anglet, n'est-ce pas? Et puis il y a eu évidemment Yvon Bourgault, qu'on aura ici avec nous, Christophe Pasquier, Patrick Savière, donc tous ces garçons, c'est eux qui ont lancé le hockey à Tours, c'est eux la vraie marque de fabrique du hockey tourangeau, mais ils ont aussi donné une image très rugueuse que nous on a payé les pots cassés après. Mais en effet oui, on savait que Tours c'était déjà, grâce à cette génération-là, début 70, puisque 72 le club, création 72, puis le titre, la Coupe de France dans les années 70, le titre de champion de France jamais égalé en 1980, il y avait en effet un rang à tenir, qui est toujours à tenir depuis. Cette époque des années 80 court encore dans les travées de la patinoire, il y a encore des fantômes de cette époque qui sont là, et même dans la ville de Tours, on nous parle encore, nous, et toute la génération nous parle encore de cette incroyable épopée des années 80. C'était d'ailleurs une épopée sportive de la ville de Tours, qui a été au sommet français, des villes les plus sportives, grande époque. Voilà, après ça, il y a eu beaucoup d'années. Tu as croisé beaucoup d'entraîneurs avec ce fil rouge. Tu en parlais de l'influence québécoise, l'influence canadienne sur le club, la cohabitation avec l'esprit français, etc. J'imagine que tu as 1000 anecdotes. Quel moment était charnière pour toi dans toute cette carrière-là? Il y en a probablement un certain nombre, mais tu retiens quelque chose un moment fondateur pour toi qui a vraiment représenté ce qu'est le hockey tourangeau pour toi? Le hockey tourangeau, pour moi, il est sur ces 4 décennies ici en Touraine, il est la renaissance à chaque fois, la capacité, l'enthousiasme qu'ont laissé, l'héritage qu'ont laissé, je le disais, cette génération, des Del Monaco, Bourgault, etc. Ils ont laissé un héritage avec ce titre de champion de France 1980 qui permet au club de Tours de toujours renaître de ses cendres, à la fois dans le sportif, chez les joueurs, mais également sur la ville de Tours, sur tout l'ensemble de la ville de Tours, que ce soit depuis la mairie, le département, le hockey à Tours a marqué d'une croix blanche. À l'occasion, on aurait pu appeler les Phénix de Tours, finalement. Les remparts, c'est chouette aussi, on aime beaucoup, mais les Phénix de Tours, ça aurait bien résumé l'histoire du hockey tourangeau, effectivement. C'est ça. Puisqu'il y a eu 3 noms de cette histoire. Deux clubs, mais 3 noms. 2 clubs et 3 noms. Les Mammouths, suite à cette enseigne de supermarché qui était floquée sur le maillot. Les Alpes voyaient arriver des mammouths. Il y avait le mammouth sur le maillot. Puis ensuite les Diables Noirs. Et ensuite les Remparts. Donc oui, à chaque fois cette capacité à Tours, et pas seulement au club de Tours, mais à la ville de Tours. Il y a un attachement de la ville de Tours
Le hockey sur glace est un sport majeur depuis les années 70 dans la ville de Tours. Et du coup, la ville entière, tous les Tourangeaux, ont toujours aidé ce club à renaître de ses difficultés et toujours être vivant et d'être en première division cette année encore. Quand on parle de fil rouge de cette génération, on pense bien sûr aussi aux jeunes joueurs tourangeaux, aux jeunes joueurs français formés ici, développés ici. Il y a quand même eu beaucoup d'années où on n'a pas vu assez de joueurs français, de jeunes joueurs réussir ici, s'installer ici et participer du coup à terme à la vie du club. J'imagine que c'est voilà, une des notes négatives que tu as sur dans ton regard sur l'histoire du hockey tourangeau. C'est essentiel aujourd'hui de rebâtir ça, de reconstruire ça, parce que c'est la garantie de lendemains plus heureux. En effet, ça a été des grands dilemmes, mais c'est des dilemmes politiques, des dilemmes des fédérations, des organisations, des choix, puisque moi je me rappelle d'une époque des années 80 où dans l'équipe nationale française, il y avait 13 franco-canadiens. Il y a eu cette époque, en 1990, il y a eu une bascule qui s'est faite, à la fois mondiale, avec la guerre du Golfe. Je me rappelle qu'en 1990, il y avait justement beaucoup de joueurs canadiens ici à Tours, dont certains qui espéraient avoir la nationalité assez rapidement, car on pouvait l'acquérir assez facilement. Et la guerre du Golfe a stoppé ça. Je ne sais pas par quel biais ou par quelle histoire. Et donc il y a beaucoup de joueurs de cette année-là qui n'ont pas pu avoir la nationalité française. Ça a déjà été une première bascule. Et ensuite, en effet, il y a des joueurs formés ici, mais le club avait tellement cette envie de retrouver, redorer, regagner son titre d'élite comme l'avait fait la génération des années 80, déjà avec beaucoup de renforts canadiens. Donc l'histoire s'est répétée, il y a toujours eu beaucoup de renforts pour essayer d'aller conquérir les clubs qui, eux, avaient eu une histoire de formateurs beaucoup plus riche. Donc en effet, à Tours, la difficulté avait été de former, on a toujours renforcé l'équipe pour être au niveau et pour prétendre à des titres et des médailles. Et donc les joueurs qui se sentaient en difficulté sont parfois allés se former ailleurs. Je pense à Benoît Payet, Geoffrey Payet, son frère, Peter Bourgault, Alexis Cronier qui a tenté sa chance ailleurs, etc. Il y a eu aussi les Messons avant, il y a eu plein d'autres joueurs comme ça. Mais maintenant, les choses changent, notamment à la fédération. J'en parlais avec Jonathan Zwickel qui essaye de montrer l'exemple à Marseille, président de Marseille, qui a connu lui aussi cette époque, qui a été en équipe de France, qui a connu cette rivalité entre renforts étrangers et joueurs français, qui a décidé à Marseille de ne prendre que 5 étrangers. Et le but de la fédération, semblerait-il, ce serait d'arriver dans notre division, la première division, à un moment donné, n'avoir que 5 renforts étrangers, obligeant les clubs à utiliser le vivier local et les joueurs locaux et les former et leur donner du temps de glace. C'est une très bonne chose en effet. Ah oui, effectivement, ouais, c'est très positif, mais à Tours, on a l'impression que c'est plus dur qu'ailleurs. C'est plus dur de former, c'est plus dur pour les joueurs étrangers qui parfois sont très brillants ailleurs de réussir aussi ici. Est-ce que tu perçois cette difficulté? Est-ce que tu l'analyses? Est-ce que tu la comprends? On sait qu'on a un public qui est connaisseur et qui du coup est pas tendre parfois quand voilà, il est exigeant, c'est vrai, sur le comportement notamment et les performances des joueurs qui viennent ici. Tu as réussi avec le temps à comprendre le pourquoi du comment? Oui, tout à fait. Une nouvelle fois, il vient de l'histoire de ce club. C'est pas un club récent, naissant, c'est un club qui a une histoire. On peut le comparer au club des Alpes, des clubs comme Megève, Briançon ou Saint-Gervais, qui ont eu des affluences records, des patinoires remplies, également dans ces années 80 et qui depuis les années 80, eux non plus n'ont pas réussi à retrouver cet enthousiasme de leur public ou de leurs partenaires pour l'équipe de hockey. Il y a une histoire, mais maintenant ces années-là ont rendu les gens exigeants. Et à la patinoire de Tours, tous les coachs qui viennent ici coacher, Franck le premier le sait, le public est exigeant, le club est exigeant. Parfois peut-être d'ailleurs au-dessus de leurs moyens. Des fois il faudrait peut-être calmement redescendre, se reformer dans les petites divisions, parce qu'on a surtout fluctué en rapport aux soucis financiers. Et toujours on a été dans l'urgence de vouloir regravir les échelons, parfois des fois un peu trop rapidement. Mais c'est donc encore une fois, comme ces clubs des Alpes, c'est l'histoire qu'ont fait ces générations-là, qui ont marqué les clubs comme le club de Tours, qui font que maintenant tout le monde est exigeant, la ville est exigeante, le public est exigeant et les anciens sont exigeants et tout le monde est pressé d'aller tout de suite en haut du tableau, ce qui des fois a peut-être empêché certains joueurs d'avoir leur chance, qui demandaient encore quelques années de formation. Ils n'ont pas eu leur chance pour participer à cette aventure. Ils ont abandonné ou ils sont partis ailleurs. Et en effet, rares sont ceux qui ont réussi à
à perdurer toujours dans l'équipe première. On s'intéresse beaucoup aux trajectoires, c'est intéressant de voir justement prenant de la hauteur ce que sont devenus les clubs, ce qu'ils étaient à une époque. Moi je trouve le parallèle très intéressant avec Angers. Angers qui, il n'y a pas si longtemps, avait une patinoire bien moins sympathique que celle de Tours, qui a été à un moment donné un rival du club tourangeau, mais plutôt en dessous, et qui s'est construit dans la pérennité avec le même président en mettant beaucoup de choses en œuvre, a réussi à obtenir le Saint Graal, sa nouvelle patinoire, est aujourd'hui un des 4 clubs majeurs du hockey français, et on a passé un très bon moment d'ailleurs à Angers quand on était allé voir le match de nos remparts en discutant avec Michael Juré, le président, qui nous expliquait un peu aussi toute cette trajectoire, etc. C'est une forme de modèle pour Tours, pour l'avenir, même si ça peut faire mal au cœur parce que c'était un rival avant tout, mais c'est une forme de modèle aujourd'hui de ce qui se fait en France. Oui, un super modèle, vraiment un exemple remarquable. Une réussite pas fulgurante parce qu'il a mis, si je me rappelle bien, il a des chiffres comme quand je lui ai posé la question, je lui ai dit mais il est magnifique ton bébé et ton parcours, comment as-tu fait? Et je crois qu'il m'a dit quelque chose comme 18 ans, 4 ou 5 maires je crois. Donc les mandats des maires c'est 6 ans, mais peut-être certains ont écourté leur mandat. Il me semble qu'il m'a dit 18 ans, 5 maires, 35 ou 38 millions d'euros, je ne sais plus, et 2 ou 3 projets qui ont périclité et qui ont finalement réussi à aboutir et donner cette réussite. Oui, c'est un exemple. Oui, ils étaient rivaux, oui, ils étaient derrière nous. Et la vraie puissance, on le sait, on dit l'argent c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi l'union qui fait la force. Et je pense que la réussite de Michael Juré et d'Angers, c'est l'union qu'ils ont réussi à avoir entre à la fois le club, lui, ce fer de lance, ce meneur, qui a réussi à tirer derrière lui et dans son sillage le maire de la ville d'Angers et certainement la métropole et d'autres intervenants qui ont fait qu'à eux tous ensemble, ils ont pu bâtir cette patinoire incroyable et faire durer ce club dans cette décennie là, qui s'ouvre à eux avec peut-être certainement des titres qu'ils cherchent à aller glaner. Alors François, justement, le club de Tours de demain, les remparts de demain, tu les imagines comment? Qu'est-ce que le club doit mettre en place aujourd'hui ou met en place aujourd'hui qui sont les graines de succès futur et qui toi te rendrait heureux dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans de te dire ça c'est le club tourangeau que je veux voir? Je pense que la clé, comme on l'a vu dans d'autres clubs comme notamment après l'histoire du club des Alpes, le hockey s'est déplacé dans le nord de la France comme Reims, Rouen, Amiens. Et la clé, je pense, de leur réussite, ça a été le staff, la construction d'un staff complet, profond, compact et uniforme. Alors évidemment, tout est insufflé par le haut, le pouvoir et l'idée est insufflée par le haut. Alors évidemment, il y a eu des présidents qui ont dirigé ces objectifs-là, ces programmes-là. Et je crois que Club des Remparts de Tours, qui me plairait, c'est de voir que, on commence à renforcer le staff pour la formation des jeunes. On met des joueurs, mais je pense qu'ensuite, un club évolue vraiment quand il commence à construire, à étoffer son staff d'entraîneurs. Je pense que un club des Remparts qui me plairait prochainement, parce que depuis notamment les Remparts, mais même la décennie d'avant, la décennie des Diables Noirs, il y avait essentiellement un coach, et ensuite c'était un petit peu, il y a Normand Roy qui est toujours là, qui est une clé de voûte du hockey mineur, mais il faut étoffer. Alors évidemment, il y a Romain Bournand qui est là, c'est en train de se faire. Donc le club, moi, qui va me plaire, pour répondre à ta question, un club des Remparts qui me plairait, c'est de voir ces jeunes coachs qui sont en formation là derrière Franck Spinozzi et Normand Roy, les voir éclore, prendre un peu de la confiance, de la maturité et commencer eux-mêmes à former des jeunes. C'est à ces jeunes-là, c'est ces jeunes coachs-là qui sont l'avenir de Tours et qui doivent encore prendre du renfort parce que c'est un club quand même avec beaucoup de licenciés. Le hockey sur glace demande beaucoup de techniques, beaucoup d'ateliers spécifiques. Donc on n'est jamais trop de coachs. Donc il faut étoffer encore et encore ce staff technique pour que nos enfants, les jeunes, soient encadrés techniquement et aussi psychologiquement. Dans notre époque dans laquelle on vit, on ne sait pas encore dans laquelle ils vont évoluer. Comment va évoluer l'idée de la compétition? Tout ça, c'est des grandes interrogations quand même. Donc il faut que c'est le staff qui fera cette différence-là. J'espère que le président, les présidents, les dirigeants à venir mettront le doigt sur ce sujet-là, étoffer le staff pour construire et reconstruire encore la formation. C'est essentiel et c'est effectivement tout le volet sportif. Après, il y a le volet administratif. Il faut aussi des dirigeants et aussi étoffer tout ce qui se passe à côté. Aujourd'hui, un club de Magnus notamment, c'est une entreprise.
qui a besoin de se structurer un peu comme tel, donc ce sera aussi un enjeu majeur. Alors quand on regarde les statistiques du hockey tourangeau, on y trouve très vite ta trace, François, puisque tu es le deuxième meilleur pointeur de l'histoire du hockey tourangeau, et c'est pas rien, derrière le vénérable Yvon Bourgault dont on parlait tout à l'heure, et voilà, c'est de très belles figures du hockey tourangeau dont on est très fier. Tu vois un successeur potentiel, ou en tout cas tu te fais une idée sur à quoi ressemblera le François Glaise de demain, celui qui marquera l'histoire du club par sa production offensive, par son caractère. On a évidemment actuellement Peter Bourgault qui est là, sur les traces de son père. On a aussi un Alexis Cronier qui se repose actuellement, mais qui a toutes les capacités pour le faire. Et je pense que de toute façon on le voit entre Yvon et moi, parce que moi meilleur buteur historique, lui meilleur pointeur historique. La chose qui fait nos statistiques, c'est la longévité, la capacité d'adaptation. Donc il va falloir un joueur qui va durer dans le temps, qui va s'installer. Moi je suis arrivé de Romorantin, Peter Bourgault a sa famille ici, il est installé ici, il s'est formé ailleurs, maintenant il est ici. Il est, je pense, en capacité de reprendre le flambeau dignement comme l'a fait son père à l'époque dans les années 70-80. Peter Bourgault, c'est certainement l'homme qui est capable de le faire dans les années 2020-2030. Alors tu as sûrement des jeunes attaquants qui vont regarder cette interview et qui vont se dire j'ai peut-être quelque chose à apprendre d'un joueur qui a autant trouvé le fond des filets et voilà, trouvé des bonnes passes. Quel conseil tu leur donnerais, voilà, un petite astuce, quelque chose qui toi t'a beaucoup servi sur la façon d'aborder les matchs, ou voilà, comment on prépare bien un match et comment on arrive à être décisif? Vaste question. Vaste question, parce que j'ai fait des hat-tricks avec des 39 de fièvre. Je ne devais pas jouer, j'ai joué contre avis médical et un hat-trick. Une autre fois, tu n'arrives pas à t'endormir le soir et puis finalement pareil, tu fais un match fantastique. Et d'autres fois, tout est en ordre de marche et puis ton match, et on ne sait pas pourquoi. Donc il y a des énergies, il y a des fluides qui s'échangent à la fois entre les joueurs, avec le coach, avec le public, avec l'événement, avec le moment. Une chose qui est importante, c'est l'équilibre global, c'est-à-dire un ensemble de choses. À la fois, il n'y a pas que le jeu, il n'y a pas que Julien Desrosiers disait on joue comme on s'entraîne. Alors c'est vrai que c'est un ensemble de choses, mais on s'entraîne bien aussi quand on est à l'équilibre à l'extérieur, quand on est bien dans sa peau, quand on est bien entouré, quand on est bien dans ses études, quand on est bien dans sa diététique ou autre, ou quand on est bien dans sa tête tout simplement. Parce qu'il y a des fois des joueurs qui ont besoin au contraire d'être complètement désorganisés parce que c'est leur électricité. Il n'y a pas vraiment de règles. Alors je pense que si on doit passer un message, c'est trouver votre équilibre, trouver votre électricité, trouver ce qui vous donne l'enthousiasme. Car par contre, une chose est sûre, quand on a l'enthousiasme, ça c'est la clé de la réussite. Donc la chose importante, si je dois donner un message aux jeunes, trouvez ce qui vous donne l'enthousiasme de venir à l'entraînement. Et nettoyer tout ce qui vous barre la route, dans tous les domaines, on le sait bien évidemment, mais dans le sport essentiellement, puisque sur un temps très court, on est obligé de pousser le moteur à 100%, et des fois, même quand bien même on veut pousser le moteur à haut régime, physiquement, si psychologiquement on a un frein, une barrière, un pépin ou quelque chose, on va pas arriver. Il va manquer le centimètre qui fait qu'on va marquer, qu'on va mettre ce palais au fond du but. C'est vraiment ça. Il faut nettoyer, être clean psychologiquement, être à l'équilibre. Chacun a de trouver son équilibre. Et à ce moment-là, l'enthousiasme est fluide. Et devant le but, vous allez marquer des buts dont vous n'en avez même pas conscience des fois. Des fois, vous arrivez devant le but et avec cet enthousiasme, vous avez l'épaule devant l'adversaire, vous avez la crosse 10 cm devant le défenseur. Et c'est ça qui fait que vous allez marquer le but. Mais ces 10 cm, ils sont là. Ils sont là, ils sont dans une préparation avant, dans un équilibre global. La persévérance aussi, tu disais, ce jeune hockeyeur voilà, qui rentre piteux chez lui dans sa famille à Romorantin parce qu'on n'a pas voulu de lui et finalement devient le deuxième meilleur pointeur de l'histoire du hockey tourangeau. C'est une très belle histoire pour ça. J'imagine que c'est aussi ça très important, de ne pas abandonner. Voilà, des difficultés, il y en a. Aux yeux de certains coachs, on est moins en valeur qu'aux yeux d'autres. C'est une valeur qu'il faut conserver, entretenir aussi, de rien lâcher, comme on dit. L'abnégation, l'altruisme, l'abnégation et la persévérance qui doit se répéter encore et encore, toujours à l'entraînement. Les blessures aussi, nombreuses blessures. Donc moi je disais virer 3 fois, des blessures pas à répétition, mais des blessures qui font des coups d'arrêt. Après des événements familiaux aussi, parce que j'ai arrêté aussi une fois suite au décès de mon père. Je suis retourné au fin fond de ma Sologne pour accompagner ma mère qui était du coup isolée au fond de la Sologne. J'ai arrêté une fois, Martin Boulian est revenu me rechercher
pour me remettre le pied à l'étrier et c'est reparti. Donc on est toujours capable de se relancer, de repartir. Oui, c'est vraiment, je crois que vraiment c'est un ensemble de choses, mais beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de simplicité. Et toujours cette joie, cet enthousiasme à cultiver, d'être là au milieu des copains et d'essayer de battre les adversaires qui se présentent. On écrit bien une histoire que quand on la connaît aussi, et celle du hockey tourangeau, elle est riche, elle est pleine d'anecdotes et d'histoires que tu aideras tous les gens qui nous suivent à découvrir en interviewant plusieurs fois par an des figures du hockey tourangeau. Je te remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir accepté de prendre mon relais et de passer, d'être l'intervieweur sur ce coup-là. Est-ce que comme ça, tu as justement quelques invités en tête que tu vas te faire un plaisir d'inviter à ce micro rapidement? Bien sûr, alors en premier je pense Yvon Bourgault, puisqu'il est vraiment la légende du club de Tours. Il est de la décennie encore d'avant moi, il est des années 70. Il a connu Roche-Pinard et la patinoire là-bas à Roche-Pinard, avant que le Palais des Sports ici, rue de l'Élysée, soit construit. Donc Yvon Bourgault, il y aura bien sûr Patrick Savière, Philippe Quinsac, qui sont les trois tourangeaux toujours présents, qui ont connu ce fameux titre des années 80 et même avant la Coupe de France. Donc ces trois-là sont évidemment inévitables. J'espère qu'ils vont accepter l'invitation. Et puis ensuite, il y aura d'autres joueurs qui ont partagé toutes ces années avec moi. Il y aura Martin Boulian, j'espère, s'il peut venir, qui a connu lui les années 90. Martin Boulian, il y aura des manquants, il y aura John Stinko et Pascal Desmonaco qui ont connu aussi les années 80. On leur dédie d'ailleurs vraiment cette rubrique parce qu'effectivement il y a des absents on serait fait un plaisir d'avoir à notre micro. Mais ils sont toujours là, Ce sont des Jedi maintenant, il y a leur âme qui plane au-dessus de la patinoire et qui nous guide toujours. Et puis il y aura encore plein d'autres, il y aura un Paul Fayot, il y aura peut-être un Christophe Blanchet, Dieu seul sait s'il y aura peut-être un Bob Millet un jour qui viendra raconter les anecdotes des années 2000 de son côté. Et puis tous les joueurs qui se présenteront, il y aura Norbert Périnet certainement aussi, qui a connu aussi les années 80, 90, 2000. Et encore d'autres, on ne peut pas tous les citer, il y en a tellement sur 40, presque 50 ans en fait, parce que le club a été créé en 72, 2022, 50 ans. C'est vrai, exactement. Et finalement, c'est une série qu'on lance à l'occasion d'un anniversaire. C'est ça. Et oui, les 50 ans du hockey tourangeau. Les 50 ans du hockey à Tours. On est très heureux de la lancer avec toi, François. Très hâte de te retrouver du coup dans tes premières interviews. Moi, je passerai derrière la caméra ce coup-ci pour organiser tout ça au niveau technique. On remercie beaucoup notre assistant du jour, justement Mathéo, qui est tout le temps présent. On parlait d'histoire, on parle d'avenir aussi. Ça, c'est un jeune homme passionné de hockey qui nous aide beaucoup en tout cas. Donc merci à lui. Et puis à très vite, François. On a hâte de découvrir du coup ta première interview. Écoute, merci, avec plaisir. Je vais préparer, je vais essayer de faire aussi bien que toi. En tout cas, tu seras là pour m'épauler, donc ce sera de toute façon, j'en suis sûr, réussi. Et merci beaucoup pour ce nouveau challenge et puis pour cette idée. Et puis bravo pour l'équipe de com que tu as su créer derrière toi, à la fois pour Fansite mais surtout pour le club. C'est remarquable entre Fansite, le 4e tiers et maintenant encore une nouvelle émission après le hockey franco. Donc un plaisir de partager ça avec toi et avec vous tous. Merci François, à très vite. Je t'en prie, merci, à bientôt.